Salut les 1, c'est Sarah et aujourd'hui on part pour la partie 2 de physiopathologie de la douleur. On commence par la régulation de la douleur avec les systèmes inhibiteurs puis les systèmes excitateurs. Il existe des systèmes inhibiteurs internes pour la douleur. Ils diffèrent selon les personnes en intensité, ce qui donne la dimension subjective de la douleur. Il y en a 4, un à l'étage spinal, 2 à l'étage supérieur et un système diffus. Commençons par l'étage spinal pur. Vous savez qu'il y a des fibres A-bêta, celles du toucher, et des fibres A-delta et C, qui sont celles de la douleur. Elles se recoupent auprès d'une deutéroneurone à l'étage spinal. L'information qui arrive le plus grand nombre entre les deux va dépasser l'autre et générer l'effet. Cette théorie s'appelle la théorie de la porte médulaire sélective. Si les influx qui empruntent les fibres de la douleur dépassent en nombre ceux qui sont acheminés par le toucher, le portillon s'ouvre et les influx douloureux sont transmis et perçus. Si la personne ressent une grande douleur, notre cible thérapeutique va être de la stimuler au niveau du toucher, plus que de sa douleur, pour pouvoir avoir une stimulation directe ou électrostimulation qui diminue et inhibe les messages douloureux. On fait des neurostimulations transcutanées ou médulaires. Ce sont des techniques de stimulation directe ou électrostimulation. Mais on peut aussi utiliser des techniques comme l'hypnose, l'accouchement naturel ou l'analgésie. Cela va libérer des encéphalines, des morphiniques et des endorphines, qui sont des opiacés naturels. Pour les étages supérieurs, on a un contrôle bulbospinal et un contrôle thalamocortical. Il existe au niveau du tronc cérébral et du bulbe rachidien plus précisément, des structures capables d'inhiber les effets d'un stimulus douloureux. Quand ces structures sont stimulées, de manière électrique par exemple, les neurones du tronc cérébral libèrent de la sérotonine ou de la noradrénaline dans la corne dorsale, ce qui active les interneurones encéphalinergiques qui entrent en action et inhibent le message douloureux. Le deuxième système pour les étages supérieurs, c'est celui inhibiteur thalamique, avec les interneurones GABAergiques qui forment une boucle qui atténue le message douloureux. Cette boucle est thalamo-corticale et corticothalamique, puisqu'elle part du cortex et revient au thalamus et inversement, et elle interagit pour atténuer le message grâce aux molécules GABA. Le dernier système inhibiteur, c'est celui diffus. Lorsque deux stimulations nociceptives sont appliquées sur deux régions distinctes et distantes du corps, le foyer de neurones spinothalamiques convergents, activé par le stimulus le plus faible, est inhibé, c'est-à-dire que la douleur est masquée par une autre douleur. C'est appelé contrôle inhibiteur diffus par stimulation nociceptive, CIDN. La réponse douloureuse est donc inhibée par d'autres réponses douloureuses. Attention, cet effet disparaît en cas de section de moelle cervicale et il est moins performant sous inhibiteur morphinique ou antisérotonergique. Maintenant, on passe au système activateur. Pour les systèmes activateurs, la transmission de la douleur se fait au même seuil chez tous les êtres humains. On avait vu qu'il y avait 40 mV de potentiel d'action nécessaire pour transmettre l'information douloureuse. Il y a différents mécanismes. Le mécanisme classique, avec un stimulus algique et un récepteur NMDA, avec un seuil identique pour tout le monde. Et puis, deux autres mécanismes qui fonctionnent avec un abaissement du seuil, celui avec le glutamate et celui avec la substance P. Voyons-les. Concernant le mécanisme d'excitation avec le glutamate, l'accumulation de glutamate dans la synapse va augmenter la quantité de ce neuromédiateur de la douleur. Du coup, les récepteurs NMDA vont être stimulés et proliférer entre le protoneurone et le deutéroneurone, ce qui va augmenter la sensibilité des neurones aux signaux qui vont suivre. Ainsi, plus de récepteurs, moins d'intensité de signal et donc une douleur avec un seuil abaissé. Un autre mécanisme ressemblant peut se faire avec la substance P. Elle va être auto-sécrétée sans stimulus précis. Le protoneurone va être stimulé et du coup il va y avoir une inflammation. Cette inflammation va activer les terminaisons nerveuses et produire des comédiateurs. Les comédiateurs vont être les cytokines, prostaglandines, potassium, ion H+, sérotonine et ion Na+.
Ce sont des substances algogènes et en se proliférant, elles vont donc étendre la zone douloureuse. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, la neurochimie. Pour ressentir la douleur, il faut qu'il y ait des substances qui déclenchent la douleur. Ce sont les substances algogènes. Elles sont libérées par l'organisme dans l'organe innervé lors de dommages tissulaires, comme l'inflammation. Le fait qu'il y en ait énormément, ça s'appelle la soupe périphérique, parce qu'on a vu que les fibres sensitives périphériques étaient celles de la douleur. Leur présence va déclencher un potentiel d'action dans le protoneurone de la douleur et ensuite faire partir le signal. Parmi les substances algogènes, on trouve les bradykinines. Elles initient des réactions en chaîne qui amènent des substances algogènes, mais ce sont aussi elles-mêmes des substances algogènes. On peut donc dire qu'elles ont un double effet. Pour finir, un petit tableau qui recense les récepteurs et les substances algogènes qui correspondent. Pour le récepteur NK1, c'est la substance P. Pour les récepteurs AMPA et NMDA, c'est le glutamate et l'aspartate. Pour les récepteurs morphiniques, c'est l'encéphaline, l'endorphine et la sérotonine. Et pour le récepteur alpha-1, c'est la noradrénaline. Merci de votre écoute. À bientôt.